Nommer des textes un peu antérieurs comme une ballade de Goethe qui s'appelle La fiancée de Corinthe, ou une ballade très célèbre de l'allemand Bürger qui s'appelle Lénore. Si on accepte ces textes-là, qui ne font d'ailleurs pas apparaître le vampire dans toute la plénitude de sa typologie, mais donnent quand même un cadrage déjà très orienté thématiquement. Le premier vrai texte vampirique, c'est ce poème qui s'appelle Christabel. Il y a un poème donc traduit dans ce texte de Coleridge, et Coleridge, il faut le savoir, est l'un des grands noms du romantisme anglais. Alors, on dit généralement qu'il y a deux générations de poètes. Alors, la première génération, c'est Wordsworth, Coleridge et Southey, dont je cite un extrait du Talaba, qui date de 1801. C'est intéressant parce que le mot vampire y est là, carrément. Voilà, ça c'est la première génération des poètes romantiques anglais. La deuxième génération, elle n'est pas non plus composée d'inconnus, puisque vous avez Byron, cité ici, dans son fragment, puis dans un extrait que je donne après ça du Giaour, où il est aussi question de vampire, mais le vampire n'est pas le thème principal du Giaour, bien entendu, pas plus qu'il n'est que celui de le thème principal du Talaba. Donc Byron, Keats et Shelley. Shelley qui est le compagnon, puis après ça le mari de Mary Shelley, l'auteur qu'on a redécouvert ces quelques dernières décennies, puisque pendant très longtemps, les gens alors confondaient tout. Ils savaient que Frankenstein existait. Oui, alors elle était vampirisée par son œuvre, elle était littéralement vampirisée, de même que le personnage qui s'appelle Frankenstein, en fait le jeune savant, Victor, était vampirisé par son monstre, puisque la tradition c'est naturellement fautive, mais fautive, comme dans toute faute, il y a une partie de vérité qui peut émerger. On considérait que Frankenstein, c'était le monstre. Bon. Je ne veux pas me lancer sur Frankenstein parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ce qui est intéressant de voir, c'est de considérer que le monstre est quand même un peu le négatif de son créateur, et il met en évidence sa part d'ombre. Mais alors le parallèle qu'on pourrait faire justement entre cette bonne vampirisation... bonne littérature, je veux dire, pour finir la réponse, idée de montrer que c'est de la vraie littérature, et les textes qui suivent, je pense, maintenant on apprécie par exemple Dracula de Stoker de manière bien plus positive qu'autrefois. Moi j'ai lu des tas de choses, et par des gens très autorisés, qui disaient oui, Stoker, il écrit très mal, etc. Bon, je me suis efforcé de montrer que ce n'était pas vraiment le cas, que c'est un très grand bouquin. Alors pour revenir sur le créateur qui se fait vampiriser par sa créature, Mary Shelley, que vous veniez de nommer à propos de Frankenstein, Polidori se fait aussi vampiriser, on pourrait dire, par un texte, donc c'est lui. Alors il faut peut-être resituer cette fameuse journée de juin 1816. Alors, c'est probablement le 16 juin, le soir du 16 juin. Alors pour nos auditeurs, peut-être rappeler qu'à l'été 1816, tout près de Genève, dans un endroit qui est charmant d'ailleurs, qui s'appelle, c'est maintenant une commune à part, s'appelle Colonie, c'est devenu, c'est toujours magnifique, en fait c'est un ghetto pour milliardaires. Dans une petite bâtisse qui a été démolie depuis, il y avait le couple Shelley, et puis la belle-sœur de Mary Shelley, et puis à quelques centaines de mètres de là, un peu plus haut, c'est un endroit très escarpé, Colonie, un peu plus haut, dans une villa qui existe toujours, que j'ai eu le privilège non pas de visiter parce que l'intérieur a totalement changé, mais l'extérieur le même, et les jardins qui sont superbes sont les mêmes, et j'ai eu le privilège d'être interviewé par France 3 cet été, puisqu'il y avait un film qui venait de sortir, qui s'appelait Mary Shelley, justement. Enfin, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé. C'est un film fait par une Syrienne, ou par je ne sais plus si une Syrienne ou une Saoudienne. Le film n'était pas extraordinaire, mais il a
redonner un peu de comment dirais-je, d'allant à la mode frankensteinienne, d'autant que 2018, c'était aussi un bicentenaire, puisque Frankenstein est sorti en janvier 1818. Bref, dans cette villa Diodati, la belle, celle qui existe toujours, venait d'arriver Byron, et puis son médecin personnel, secrétaire, plus médecin que secrétaire, on a dit qu'il était secrétaire, bon, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait sûr, enfin, en tout cas, c'était son médecin, c'était un jeune type très très brillant, il avait été docteur en médecine à un âge, enfin, je sais pas, 17 ou 18 ans, oui, voilà, à la suite d'une thèse sur les cauchemars, et la liaison entre les cauchemars et le somnambulisme, enfin, il appelait ça l'onérodynie, hein, bref. Bon, il se trouve que Byron et Shelley se connaissaient, que la belle-sœur de Mary Shelley, qui était avec eux, avait réussi déjà à avoir une liaison avec Byron. Avant, je crois qu'elle s'était même fait mettre enceinte, histoire de concrétiser un peu les choses. Ça n'a pas abouti à grand-chose. L'enfant est né, mais ça n'a pas abouti à grand-chose, cette liaison-là. Je dis qu'ils se voyaient beaucoup, et c'était une année très particulière. C'est l'année qu'on a appelée l'année sans été, parce que l'année précédente, en Indonésie, il y avait un volcan. Alors, c'est un peu farfelu de dire ça, parce que c'est une causalité assez rudimentaire. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le volcan Tambora, elle aurait quand même écrit d'une façon ou d'une autre Frankenstein. Oui, c'est le facteur déclenchant, peut-être. Il faisait très mauvais. Il pleuvait sans arrêt. Ils avaient froid, alors ils se réunissaient le soir. Le jour, ils essayaient, quand c'était possible, de faire un peu de navigation sur le lac. Et puis le soir, ils se réunissaient autour de la cheminée, dans cette superbe villa Diodati. Et ils s'ennuyaient souvent. Alors ils discutaient ils aimaient bien les sujets qui touchaient à l'occultisme, au surnaturel, etc. Puis un beau soir, Shelley... c'est Byron. L'autre Byron dit, moi je vous propose un jeu de société. On va tous essayer de composer une histoire horrible, une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête, et puis on verra ce que ça donne. Alors, tous n'y ont pas effectivement participé. Shelley lui-même s'est abstenu. Mary Shelley en a profité quelques jours après, lors d'un voyage à Chamonix, pour commencer à écrire son Frankenstein, qui est sorti un peu plus d'1 an et demi après. Polidori et Byron ont chacun donné de leur personne. Byron par ce texte que j'ai repris là-dedans, qui s'appelle Fragment, qui est un texte très court, mais extrêmement fascinant, parce qu'on a déjà un peu les principes canoniques du vampirisme. La typologie du vampire est bien présente. Et il en a parlé avec Polidori, et Polidori a reconnu que son vampire à lui était redevable à Byron de son originalité, d'une partie du thème, etc. C'est au fond non pas la même histoire qu'il raconte, mais il y a de fortes ressemblances avec, dans chaque cas, un personnage, celui du vampire, donc Lord Ruthven, dans le roman de Polidori, le Vampire, un personnage qui, frappe par sa solitude orgueilleuse, son incapacité à se mêler aux autres, sinon peut-être pour les exploiter, et finalement son dédain de toute chose, et son goût de la transgression. Et alors il est intéressant de voir que ce qui relie ces deux personnages, en plus donc de la filiation Byron-Polidori, c'est aussi la figure même de Byron, parce qu'on reconnaît, si on veut bien faire attention, dans le portrait du vampire Lord Ruthven, certains des traits de caractère de Byron. De même que Byron s'est un peu décrit sous le trait de son personnage, qui s'appelle Darvel, Augustus Darvel, dans le Fragment. Et voilà, et tout cela a éclos un peu après, donc début 1818 pour Mary Shelley, puis en 1819 pour ces deux textes qui sont Le Vampire de Polidori. Premier vrai roman, alors c'est un très court roman, une nouvelle, novelle, comme on dit en anglais pour ce genre de longue nouvelle. C'est le premier texte de caractère
fictionnelles où apparaissent le mot vampire. Hein. C'est pour ça qu'il est très important. D'une certaine façon, c'est la matrice de tous les romans vampiriques qu'on verra après, ou des adaptations théâtrales qui sont très nombreuses, en particulier en France. La France, pendant toute une partie du XIXe siècle, se contentant d'une certaine façon de recycler un peu le Polidori. Alors le pauvre Polidori, en fait, n'aura pas n'aura pas la reconnaissance en tant qu'auteur de son vampire, puisqu'il aura été longuement attribué à Il a été attribué, oui, alors c'était un coup de publicité, oui, la première édition, donc dans ce magazine, titre effectivement By Lord Byron, ce qui est faux. Hein, c'était un coup de mauvaise publicité. Byron a parfaitement reconnu que c'était pas lui qui l'avait écrit. Et comme je vous disais, Polidori de son côté a eu l'élégance de dire qu'il avait une dette vis-à-vis de Byron qui était considérable. Et quand ça a été publié, ça a eu un succès. Écoutez, rapide. Ça a été traduit très rapidement en français. Alors, c'est un grand succès du côté anglophone, en France aussi. Et par exemple, Charles Nodier, très rapidement, a fait une adaptation, notamment une adaptation théâtrale de ce vampire, et qui fera boule de neige. Enfin, des tas de gens feront après ça du Nodier, Alexandre Dumas lui-même, plus tard. Mais alors, quelle est la réception que Byron a faite à la publication de ce vampire signé de Polidori ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît sa réaction ? Oui, vous savez, ils avaient vis-à-vis de Polidori un peu de... Parce qu'il s'était fâché. Il avait un caractère épouvantable, Polidori. C'était un type insensé. Il était d'une susceptibilité rare. Il avait provoqué en duel Shelley. Un jour, il avait cassé les lunettes d'un pharmacien qui avait vendu un produit qui était un tout petit peu altéré. Partout où il allait... Pardon ? C'est un sanguin. Un sanguin, oui. En Italie, partout en Italie, il s'était battu avec des officiers autrichiens dans la zone occupée par les Autrichiens. Et lui-même avait dû le tuer. Donc c'était un type qui avait... Et puis, alors, il était très, très fantasque. Et finalement, il s'est, non pas comme on l'a cru assez longtemps, empoisonné par accident, mais très certainement suicidé, oui, voilà. Il était très expert en produits chimiques, hein, bien sûr. Et il l'appelait, par exemple, même Shelley, dans l'une des préfaces de son Frankenstein, l'appelle le pauvre Polidori. Hein. D'une part parce qu'il est mort très vite, et d'autre part parce que c'était le souffre-douleur. C'était le souffre-douleur. Il y a cette anecdote célèbre. Il était plus jeune aussi que... Alors, oui, c'était un gamin. Oui. C'était un gamin, voilà. Puis il avait comme exemple Byron, qui n'était pas non plus quelqu'un de particulièrement, comment dirais-je, classique dans le comportement, enfin, qui était très foufou, hein, très foufou, et parfois franchement désagréable, la façon dont il traitait les gens. Mais donc sa réaction à la publication du texte de Polidori... il n'a pas du tout été choqué. Enfin, de toute façon, c'était un grand seigneur, Byron. Quelqu'un qui se disait démocrate, qui jouait les démocrates, qui était probablement... son premier discours à la Chambre des Lords avait été en faveur des gens ce qu'on appelait les ludites, qui se révoltaient contre l'introduction de plus en plus forte du machinisme dans l'industrie, si bien que ça créait naturellement du chômage, etc. Alors il avait pris leur parti à la Chambre des Lords, le jour où il a hérité du titre donc de baron Byron, de son grand-oncle, et alors ça fait scandale, parce que à la Chambre des Lords, donc, vous voyez, à l'époque, c'était encore sous le règne de Georges III, aller raconter des choses pareilles, ça n'était pas convenable. Mais en dépit de tout ça, c'était un type qui était extraordinairement, on peut dire déjà imbu de sa personne, ça c'est incontestable, et puis qui se comportait comme quelqu'un qui n'avait pas d'égal. La solitude du vampire, qui est une marque typologique qu'on voit se créer petit à petit, hein, son incapacité par exemple à avoir des égaux, son incapacité quand il se trouve dans une pièce à discuter avec les gens, son incapacité
alors, on va l'attribuer rapidement à son état physiologique, son incapacité à manger, à boire dans les jours. C'est très intéressant dans Dracula, quand le jeune Harker arrive au chapitre 2, quand il est reçu dans le château de Transylvanie par le comte Dracula. Alors on lui sert un repas tout à fait copieux, succulent, on lui offre du bon vin, et il a l'étonnement de voir que Dracula ne participe pas. Il dit non, j'ai déjà mangé, en fait pas du tout. Il ne mange pas. La seule nourriture qui lui convienne étant celle que l'on devine. Voilà. Le vampire est un être solitaire qui n'a pas d'égal, qui renverse les lois de l'hospitalité. Quand il vient quelque part, il fait irruption. Et il est invité. Alors, il faut déjà qu'il soit invité. Il faut qu'il. Il n'y a jamais intrusion. Et ça, on le trouve dès Christabel de Coleridge. Le vampire ne peut rentrer sans difficulté dans un lieu. Il faut effectivement. Là, c'est le vampire qui s'appelle le vampire femme, qui est une sorte de l'ami, mais qui a tous les traits du vampire dans Christabel. S'appelle Géraldine. Et Géraldine, pour rentrer dans le château, elle défaille, ou elle fait semblant de défaillir, il faut que ce soit Christabel qui la porte. Ça se passe d'ailleurs non sans divers incidents. Le vieux chien aboie. Oui, les animaux sont il dit, oulala, voilà, il sent que c'est pas un être humain normal. Et voilà, le franchissement du seuil est un rite essentiel dans le personnage, personnage vampirique, parce que effectivement, il faut qu'il soit appelé pour vraiment rentrer. Alors très curieusement, c'est d'ailleurs très intéressant, dans Dracula, quand c'est la victime potentielle du vampire, à savoir Jonathan Harker, le jeune clerc d'avoué qui arrive au château du comte Dracula, le comte Dracula lui dit « Entrez, vous êtes, voilà, faites-moi bien. » Donc il inverse les rôles, et c'est lui qui offre donc une sorte de parallèle parodique au rite du vampire franchisseur de seuil. Voilà. Donc tous ces traits de Byron faisaient que il n'avait pas grand... Les autres ne l'intéressaient pas énormément. Alors pour reprendre la construction de la Pléiade... C'était un grand personnage au demeurant. Hein. Oui, on va pas le... Un grand personnage, oui, c'était un grand génie politique. Mais dans votre choix que vous avez fait donc de cette Pléiade consacrée à Dracula, on part de Coleridge, ensuite Polidori, le fragment de Lord Byron, le texte de Sheridan Le Fanu Carmilla. Très beau texte, très beau texte. Le Dracula de Bram Stoker et un inédit pour le lecteur français de Florence Mariat, Le sang de vampire. Alors, Le sang du vampire, on n'avait jamais lu en français. 1897, juste quelques mois après. Et j'ai voulu... en faisant mon travail de recherche pour ce livre, en réfléchissant à tout ça, en réfléchissant à ce qu'allait être le corpus, j'ai pu découvrir et lire Le sang du vampire. Je me suis dit, ça, il faut absolument le mettre, parce que c'est une version à la fois antithétique et complètement complémentaire et parallèle à Dracula, à savoir que le sang ne coule pas, en tout cas pas au présent. Il a coulé dans le passé, puisque le père du personnage vampire, qui est une femme, qui s'appelle Harriet Brant, qui est une Jamaïcaine, une Carteronne. Sa mère était une métisse, son père était un Européen, sa mère une métisse, et sa grand-mère elle-même était une esclave, si vous voulez, donc elle est fille de métisse, donc elle est Carteronne, et ce personnage de Harriet Brant, donc qui avait un père qui était une espèce de bourreau indescriptible, on en reparlera peut-être. Ce personnage vampirise les autres, mais les vampirise d'une manière, ce que j'appelais le vampirisme à sec, d'une manière totalement atypique, en ce sens qu'elle ne touche même pas
Enfin, elle peut toucher, mais elle n'a pas besoin de mordre. Il n'y a pas de sang versé par le vampire qu'est Harriet Brandt. Sa présence, alors un médecin nous dit, le docteur Phillips se lance une explication pour expliquer comment certains êtres ont la capacité de donner leur élan vital, si vous voulez, à d'autres, aux personnes qu'ils fréquentent. Mais une transfusion qui se fait d'une manière un peu externe et télépathique. C'est du vampire psychique en tout cas. Et que d'autres en revanche, et c'est le cas c'est ce qu'il dit Harriet Brandt, vous c'est votre cas malheureusement, mais ça elle ne le sait qu'à la fin, elle ne le découvre qu'à la fin, votre cas, à vous, c'est un peu une tragédie pour vous, et je vous conseille de ne pas vous marier. Vous me dites que vous avez un ami auquel vous tenez beaucoup. Moi, je vous conseille de ne pas épouser parce que regardez tout ce qui vient de vous arriver. Alors, il y a effectivement toute une série d'êtres infortunés qui ont. Ça commence par un bébé, puis bon, voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'elle s'intéresse de très près à quelqu'un, ce quelqu'un se sent mal. Et finit par, si la fréquentation est répétée, finit par mourir. Alors c'est symbolique. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça complète très très bien l'optique de Dracula, puisque, et je dirais même ça va encore plus loin, puisqu'au départ, le facteur qui est mis en cause, c'est l'hérédité. L'hérédité, la grand-mère, donc l'esclave de Harriet Brandt, à un moment donné, a été mordue par une de ces fameuses chauves-souris vampires, dont parle l'un des personnages, Quincy Morris, dans Dracula, quand il raconte que, alors ça se passe pas à la Jamaïque, mais ça s'est passé, dit-il, lorsqu'il était dans la Pampa, une nuit, sa jument a été vidée, carrément, saignée à blanc, par une de ces chauves-souris vampires qui avait, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, enfin je parle sous le contrôle de la faculté, la capacité de sécréter un anticoagulant qui faisait qu'elle pouvait pomper toute la nuit. Enfin, la pauvre bête ne se rendait pas compte, mais comme le sang ne coagulait pas. Voilà, et voilà, et alors il dit oui, voilà, au matin, la pauvre bête n'était plus sur pied, j'étais obligé de la battre d'un coup de revolver, etc. Bon, et donc au départ de cela, il y a effectivement l'idée que l'hérédité est un facteur essentiel dans le devenir des êtres. C'est une idée qui est assez en honneur à l'époque et qui se greffe, alors donc, transmission à la mère de Harriet Brandt, qui est une femme épouvantable, qui passe son temps à manger, à grossir, etc., à profiter des uns et des autres, puis le père qui est un démon, une sorte de Docteur Moreau, vous savez, le Docteur Moreau de Wells, qui se livre à quelque chose que décrit avec un E, l'auteur, Florence Marriott, qui est la vivisection. Il fait de la vivisection sur des animaux dans des conditions qui ne sont pas racontables, et il en fait aussi sur ses esclaves. De temps en temps, il y a des gens qui disparaissent. Alors c'est tout lui-même un vampire, en quelque sorte, un vampire métaphorique. Il y a des personnages qui disparaissent, et puis on ne les retrouve jamais, et il y a des rumeurs courent, et finalement les esclaves se révoltent et brûlent tout ça. Donc, voilà, une hérédité très chargée, et c'est ça que la signification du titre, le sang du vampire, c'est pas le sang qu'elle pompe sur les autres, mais c'est le sang qu'elle a hérité de ces gens-là, et là-dessus, c'est intéressant du point de vue scientifique, se greffe une idée qui fait surface à l'époque, c'est l'idée, disons, de l'eugénisme. Dans la tradition, dans la lignée un petit peu de l'origine des espèces de Darwin, dans la lignée de la sélection de la survie du plus fort, etc., des savants, et en particulier un certain Galton, Sir Francis Galton, Galton, essaye d'expliquer que finalement, ce qu'on appelle la culture importe peu, ce qui compte, c'est la nature qu'on se transmet de génération en génération, et que si l'on veut que l'humanité ne régresse pas d'une manière irréparable, il faut se débrouiller quand même pour favoriser la reproduction des êtres les plus viables, les meilleurs, les plus intelligents. Voilà. Donc, avec naturellement des dérives potentielles du côté du racisme,
dérives qui d'ailleurs seront concrétisées un siècle plus tard, puisque voilà, je me souviens à une certaine époque des querelles autour de... Quant à Lyon, je n'étais pas encore à Lyon à l'époque, on a débaptisé quelque part, il y avait alors je ne sais pas si c'était une UER ou quoi, qui s'appelait Alexis Carrel. Alexis Carrel, Alexis Carrel, Alexis Carrel, alors voilà, aux yeux des gens, c'était pratiquement le docteur Mengele, donc tout de suite, voilà. Alors, j'ai connu néanmoins des gens qui parlaient encore en public du docteur Alexis Carrel, et avec des connotations favorables. C'était des mandarins dont par charité, je tairai le nom. J'ai bien à l'esprit ce nom, mais je ne le dirai pas. Je pense que l'intéressé est mort d'ailleurs. Et puis voilà. Oui, donc elle est, si vous voulez, porteuse de cette fatalité de l'hérédité. Elle est tributaire d'un sang qui est un sang corrompu, dans tous les sens du terme. Et ce sang corrompu est présenté dans le livre comme une menace. Une menace en plus qui vient de quelqu'un qui est relativement colonisé, oui, puisqu'elle n'est pas de race européenne intégrale. Encore une fois, c'est une carteronne. Et l'un des messages du livre, naturellement il est beaucoup plus riche que ça, mais on peut très bien lire le livre en se disant attention, vous les Anglais, vous ne vous rendez pas compte, mais ce qui est en train de se passer à la Jamaïque avec des gens comme cette femme, alors je greffe là-dessus toute la culture vaudou, si vous voulez, qui va très bien avec le vampirisme d'ailleurs. Vous ne faites pas attention, le sang pur des planteurs de la Jamaïque risque d'être altéré par toutes sortes de mariages non souhaitables. Méfions-nous ça n'est pas dit d'une manière aussi brutale, frontale, mais ça fait partie du contexte, très clairement. Voilà, préserver la pureté de votre sang. Image inversée, mais qui se complète très bien avec celle de Dracula, puisque Dracula, c'est non pas la hantise du colonisé, mais c'est la hantise du colonisateur. C'est ce qu'on appelle la colonisation à rebours. Dracula, donc, étranger, les Carpates, voilà, c'est quand même très très loin. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, la description dans le premier chapitre de Dracula est merveilleuse. La description du voyage jusqu'au château du comte comporte beaucoup de passages qui sont vraiment authentiquement gothiques. Tout ça est assurément gothique. Et le lecteur est implicitement invité à comprendre que Dracula c'est un colon, un aristocrate étranger. C'est important la composante aristocratique dans beaucoup de romans vampiriques, pas dans tous, mais dans beaucoup. Un aristocrate étranger qui a décidé d'aller s'installer à Londres, pour ça d'ailleurs qu'il fait venir le jeune Harker pour finaliser une transaction, et Londres va devenir son garde-manger. Ça va devenir voilà, alors il dispose ces fameuses caisses un peu partout pour pouvoir rayonner, et le grand ensemble londonien va devenir une réserve de sang frais, un grand garde-manger. Et vous voyez, dans les deux cas, il y a ce qu'on peut appeler un réflexe obsidional, cette crainte de l'encerclement. Chez Florence Marriott par les colonisés, chez Stoker par au contraire des gens qui apparaissent comme des colonisateurs, dans un cas comme dans l'autre. Alors là je rentre dans un grand lieu commun, c'est donc le vampire en tant que figure de l'altérité. Le vampire c'est l'autre, le vampire c'est le danger. Ça a été très longtemps, là on estime qu'il y a un lien fort entre les épidémies, dont on comprenait mal la logique, et le vampire. C'est intéressant. Dans Carmilla, on voit très bien comment l'arrivée du vampire
c'est une vampire. Alors, Enfin, on ne devrait pas dire une vampire parce que le mot, j'ai vérifié, sur ça. Il n'y a pas de féminin. Oui, il y a un auteur au XIXe siècle qui fait un néologisme, mais qui n'a jamais pris. Si vous regardez le thésaurus de la langue française, etc., il n'y a pas de féminin. C'est pour ça que, après mûre réflexion, en avoir parlé avec l'éditeur, j'ai gardé le sang du vampire et non pas le sang de la vampire. D'autant que le vampire, c'est aussi et surtout le vampire originel, celui qui a mordu la grand-mère, et qui est l'auteur de cette fatalité héréditaire, n'est-ce pas? Oui, pour autant, les personnages féminins sont très importants dans votre sélection. Ils sont à partie égale, avec les hommes. Christabel, le vampire, est une femme. Dans Carmilla, c'est une femme aussi. Et dans ceci, dans le sang du vampire, c'est aussi donc une femme. Hein, une femme. Mais ensuite, je veux dire, si j'ai cité, je reprends le fil de ma pensée que j'avais un peu laissé tomber. Si j'ai cité justement Carmilla, le moment où elle arrive chez celle qui va devenir son amie, puis sa victime, ou peu s'en faut, aussitôt se déclenche un phénomène d'épidémie. Il y a des tas de gens qui meurent, on ne sait comment. Hein. Et les historiens ont tendance à penser que si la figure du vampire s'est si facilement propagée, alors qu'elle vient des origines, hein, et de l'Antiquité la plus haute, c'est en particulier par cette crainte qu'ont les gens de la contagion de l'épidémie, qui ne savent pas expliquer, et donc il est facile, d'accuser le premier mort en disant c'est lui qui a contaminé tous les autres par des moyens peut-être inavouables. Hein. Alors pour revenir sur justement cette féminisation du personnage du vampire, ce qui m'a frappé en reprenant justement votre choix, c'est qu'il n'y a que Coleridge qui titre son texte avec le nom du personnage qui se fait vampiriser, alors que les autres textes j'ai pas pensé à ça, moi c'est vrai, mettent à l'honneur le vampire, et Coleridge va mettre à l'honneur la victime. Je crois qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas intitulé Géraldine ? Parce que, sans faire une pirouette, j'aurais tendance à dire que c'est une vieille convention, pas une convention, mais pas non plus une recette, mais une vieille règle, là aussi plus ou moins canonique, du récit gothique qu'on trouve dans les ballades, à savoir que vous avez donc une distribution de personnages extrêmement codifiés. Alors vous avez l'être sanguinaire dans le roman gothique, le tyran sanguinaire, etc. Et puis vous avez toujours la jeune fille persécutée, qu'on va retrouver dans Faust, justement avec Marguerite, etc. Ça, c'est une figure proprement gothique, et je pense que c'est par familiarité avec cette poétique gothique que Coleridge a eu l'idée d'appeler son poème du nom de la victime et non pas du nom du vrai vampire. Cela dit, je n'irai pas trop loin dans la conjecture parce que ce poème qui forme un tout admirable est en vérité incomplet. Il ne l'a jamais. Au départ, il voulait lui donner une suite. Il y a on a les deux parties qui ont été publiées, avec un certain écart. Il devait y avoir encore une suite qui donnait une explication probablement d'ordre métaphysique ou plutôt religieux du phénomène. Et cette suite n'a jamais vu le jour. Il dit qu'il n'a jamais eu la force poétique. Il a fait 1000 autres choses. C'était un auteur extraordinairement prolifique et brillant. Mais, je veux dire, il est un peu difficile de spéculer sur ce qu'aurait pu être Géraldine, Christabel, et la raison pour laquelle il a décidé de donner le nom de Christabel. Mais c'est intéressant. Puis Christabel, il y a deux mots importants dans Christabel. Il y a le Christ et il y a Abel. Hein, voilà. C'est aussi un programme à mettre en évidence. Tandis que Géraldine, c'est un peu plus neutre de ce point de vue-là. Il y a moins de connotations religieuses. Mais Sheridan Le Fanu met bien Carmilla. Sheridan Le Fanu met bien Carmilla, Carmilla qui change de nom, qui s'appelle tantôt Carmilla, tantôt Mircalla, voilà, et qui est un être
plein de séduction. Le vampire est quelqu'un qui fait peur, mais qui est à la fois séduit. Même Dracula, qu'on représente généralement sous des traits épouvantables, pas toujours. Dans le film de Coppola, la deuxième partie, on le voit civilisé, avec voilà, et il se fait beaucoup plus charmeur, etc. Mais quoi qu'il arrive, le vampire est charmeur. Et le vampire est un être, il a la séduction du démon, du diable. Ça, c'est un paradigme qui est très ancien. Hein. En littérature anglaise, ça remonte à Milton, au Paradis perdu, à la figure de Satan, qui est un ange déchu, hein, mais qui a gardé justement ce côté de cette aura de séduction qui s'attache à son ancien statut. Et donc Carmilla est effectivement un être d'une séduction parfaite, auquel on succombe. L'amie de Laura, celle qui ne viendra jamais parce qu'elle est morte du fait de Carmilla, a subi le même sort qu'elle. Elle est tombée littéralement sous le charme. Il y a une dimension lesbienne, comme dans Christabel d'ailleurs, à un moment. Voilà. Mais même Dracula, j'en reviens à Dracula pour la séduction. C'est quand même quelqu'un qui, la façon dont il s'y prend. Vous savez, il y a une scène dans le troisième tiers du bouquin où Van Helsing et ses amis découvrent la nuit, ils rentrent de force dans la chambre du couple Harker, et ils voient Mina, contre lequel le vampire se tient. Le vampire s'est ouvert, Dracula s'est ouvert une veine sur la poitrine avec ses ongles qui sont très bien représentés sur l'affiche, voilà, et il colle la pauvre Mina Harker contre son torse, et la façon dont elle s'abandonne, bon, évidemment, elle s'abandonne parce qu'elle est sous des influences psychiques, etc., mais elle s'abandonne aussi parce que le vampire est quelqu'un à qui on ne résiste pas. Il fait très peur, mais en même temps, il est parfaitement séduisant. Pas nécessairement beau, mais séduisant. Il y a des distinctions intéressantes. Au début du sang du vampire, on nous dit, elle n'était pas proprement parlée belle, cette Harriet Blount, mais elle séduisait étonnamment par ses cheveux, par ses yeux, etc. On peut dire qu'elle n'était pas belle, mais elle était là. Elle avait une beauté, elle aussi, irrésistible. Mais vous utilisez un mot dans votre présentation qu'on va retrouver très, très souvent dans vos notes de texte, c'est l'oxymore. Ah, l'oxymore. Parce que le vampire est un oxymore à lui tout seul. Alors le vampire, le Nosferatu, le mort-vivant. Hein, le mort-vivant, ça aussi c'est un trait qu'on commence à voir avec le roman de Mary Shelley, Frankenstein, le fait qu'on peut participer de deux catégories opposées. L'oxymore, c'est un terme de rhétorique, hein, c'est le fait de ce qu'on appelle plus simplement une alliance de mots, c'est le fait de dire par exemple cette obscure clarté qui tombe des étoiles, etc. Et alors, vous voyez, Frankenstein, il construit alors, il est en plein oxymorique ou oxymoronique, puisqu'il construit du vivant avec de la matière morte. Hein. Il va chercher dans les charniers, il prend des condamnés à mort qui ont été exécutés, etc., des animaux morts, et avec ça, il fait du vivant. Il est dans un domaine et dans l'autre. Et ça, on le retrouve à plein chez le vampire qui est avec nous sans être avec nous, et qui fleurit dans son cercueil, n'est-ce pas, et qui, en même temps, a une présence tellement forte et tellement ambiguë qu'on ne sait jamais, et ça apparaît admirablement dans le roman de Le Fanu, dans Carmilla, on n'est jamais tout à fait sûr que ce que dit le personnage est une expérience réelle ou une expérience rêvée. Le rêve et la réalité s'entremêlent, alors d'une manière qui est très, comment dirais-je, très inquiétante. On se dit que nécessairement il y a quelque chose là-dessus qui a dû être vrai, et puis ce que fait le personnage de Carmilla l'atteste, mais on est constamment dans l'entre-deux. Enfin, il y a un flou de la frontière qui caractérise l'essence même du vampire, qui est de deux mondes à la fois, n'est-ce pas, et qui donc est une contradiction dans les termes, et qui ne peut se réduire que par sa propre destruction,
qui va le faire basculer définitivement d'un côté, qui sera le côté de la mort. Et moi, ce qui m'intéresse dans Dracula, c'est de voir comment, à plusieurs reprises, et c'est Mina qui dit ça, à plusieurs reprises, est glissée l'idée que finalement, le comte Dracula ne sera pas si mécontent que ça. Si nous arrivons nous à le coincer, si nous arrivons à le dessouder, pardonnez-moi l'expression, etc. Pour lui, alors Mina dit à un moment donné, j'imagine cette année, je sais qu'interviendra à ce moment-là sur son visage une sorte de sourire de satisfaction, parce qu'il sera passé définitivement, voilà, il sera libéré. Et c'est une analyse que je partage avec François Angeli, qui a fait un bon article dans Le Monde des Livres, et qui m'avait interviewé là pour vous savez, Mauvais Genre, l'émission de France Culture. Et il a fait il y a quelques années, dans les années 90, un article dans les Cahiers de Lerne, que je cite d'ailleurs, où il essaye de montrer, ce qui me semble très vrai, à quel point le récit du vampire est un récit qui montre que l'immortalité, loin d'être une bénédiction, est une fatalité atroce. Hein. Ça, c'est une des utilités pédagogiques du vampire. Il est sa propre victime, avant même d'être celle des autres, parce qu'il ne peut pas... Voilà, c'est une immortalité qui n'est assortie d'aucune grâce, hein, qui est vraiment une... Voilà, la seule grâce qui puisse lui arriver, c'est qu'il finisse un jour par tomber sur plus fort que lui. Et ça, Stoker nous fait bénéficier de cette occurrence. Alors je voudrais vous faire écouter, si j'arrive à mettre en marche cet outil, une petite séquence, et je vois Ludovic qui est présent. Bonjour. Ludovic Chavarot. Ah, ben oui, ça me rappelle des souvenirs, M. Chavarot. Passé un après-midi chez moi d'ailleurs. Alors je vais vous faire écouter un extrait. Mais ça n'a rien à voir avec. Et bien justement, je vais vous faire écouter un extrait d'un film sonore que Ludovic Chavarot et ses Inters ont réalisé, voilà. Et on en parle après, si vous voulez bien, la séquence que je vais essayer de vous faire écouter. Biche, 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 till you're deaf. Biche jusqu'à ce que vous en soyez sourd. « 17 juin 1816, La Clément, Villa Diodati. » À l'été de 1816, nous visitâmes la Suisse et devînmes les voisins de Lord Byron. Les natifs de Genève et les Anglais qui y vivaient n'hésitaient pas à affirmer que nous menions l'existence du libertinage le plus effréné. Permettez-moi, madame, de vous épargner les détails. Je vous dirai seulement que l'athéisme, l'inceste et bien d'autres choses, parfois ridicules et parfois terribles, nous étaient imputés. Les journaux anglais ne tardèrent pas à répandre le scandale et les gens y crurent. Les habitants des rives du lac opposé à la maison de Lord Byron utilisaient des télescopes pour espionner nos mouvements. Some volumes of ghost stories, translated from the German into French, fell into our hands. Quelques volumes d'histoires de revenants traduites de l'allemand en français tombèrent entre nos mains. There was the history of the inconstant lover. Il y avait l'histoire de l'allemand inconstant, qui, croyant étreindre celle qu'il avait promis d'épouser, se retrouvait dans les bras du fantôme blême qu'il avait abandonné. There was the tale of the sinful founder of his race. Il y avait le conte du coupable fondateur de sa lignée, dont c'était l'affreuse destinée que de donner le baiser de la mort à tous les fils cadets de sa dynastie maudite. We will each write a ghost story. Nous écrirons chacun une histoire de fantôme, dit Lord Byron. Nous étions 4. Je me préoccupais aussi d'écrire une histoire. Une histoire qui s'adresserait aux peurs mystérieuses existant dans notre nature, qui glacerait le sang et ferait battre plus vite le cœur.
spectres. Lord Byron récita des vers de Christabel de Coleridge sur le son de la sorcière. Beneath the lamp, the lady bowed, and slowly rolled her eyes around, then drawing in her breath aloud, like one that shuddered, she unbound the cincture from beneath her breast. Oh, shield her, shield sweet Christabel. Puis Je coupe là. Oui. Et alors je voudrais justement que... Une scène épouvantable qui se produit à ce moment-là. Oui. Je sais pas si on a le temps d'en parler. Mais je voudrais qu'on puisse associer Ludovic Chavarot à la discussion. Parce qu'en fait, si vous êtes là ce soir, c'est quand même grâce à Ludovic qui, lors d'une discussion qui partait sur toute autre chose, en fait, m'explique qu'il vous connaît. Et donc, je saisis l'occasion pour le remercier. Et puisque, voilà, grâce à vous, voilà, Alain Morvan est ici ce soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse resituer, même si on fait un petit pas de côté par rapport à notre ami Dracula, puisque là, il s'agit de Percy Shelley. Donc un film sonore qui s'appelle Le Brasier Shelley. Est-ce que Ludovic, vous pouvez en dire un petit mot sur cette sur ce contenu? Ah ouais, nous avions contacté, nous étions allés voir M. Morvan dans le cadre on devait faire un documentaire sur Percy Shelley ainsi qu'une fiction. Et nous étions allés voir M. Morvan, M. Marc Poré. Marc Poré qui avait il avait traduit. Oui, Marc Poré qui a participé. Il a traduit l'Italian d'Anne Radcliffe. Dans le volume Frankenstein. Tous ces grands spécialistes du romantisme anglais, du gothisme. Et c'est vrai que plus on travaillait sur Shelley, plus il était compliqué de le différencier de Byron, puisque tout à l'heure vous avez évoqué le fait que Byron n'acceptait pas grand monde en fait dans la discussion. Peut-être qu'une exception c'est Percy Shelley, qui considérait un peu comme son égal. Quand même, oui, tout à fait. Et il méprisait Polidori en tant que... Alors il a accepté gracieusement son truc, là, son vampire. Mais alors, quand il jouait au grand auteur, Byron le fusillait de saillies impitoyables. Hein. Donc, oui. Shelley aussi, hein, l'a humilié pas mal de fois au cours de conversations. C'est comme ça qu'en fait il le demande ensuite en duel. Oui. Et c'est Byron qui le sauve en disant, qui sauve Shelley qui ne savait pas se battre, en disant si vous voulez vous battre avec quelqu'un, ce sera avec moi, Polidori. Enfin... Oui, c'est une querelle qui était née sur le lac, je crois. Oui, oui. Voilà. C'est vrai que c'était des gens qui étaient pleins de vie et qui prenaient beaucoup de risques aussi là, à chaque instant de leur vie. Et puis après, moi, au cours de mon travail sur Percy Shelley, j'en suis arrivé aussi à... Alors c'est vraiment instinctif ce que je vais dire, mais à trouver un lien en fait entre cette révolution industrielle. Shelley et Byron sont deux grands romantiques, deux grands auteurs politiques qui vont choquer leur temps. Et Polidori et Mary Shelley se retrouvent en contact avec ces gens-là, cette fameuse nuit autour du lac Léman. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a un rapport entre la création de ces deux grands mythes, Frankenstein et Dracula, enfin les vampires, pardon, et le fait qu'on est en pleine révolution industrielle en Angleterre et que ces gens-là sont exilés de leur pays. Bon, de toute évidence, oui. La littérature gothique, comme le vampire, sont là pour rappeler que le monde qui est en train de se créer à partir des Lumières, hein, puis effectivement, cette révolution industrielle, puis le développement du capitalisme, sur lequel ce qui a permis à Marx d'ailleurs d'utiliser et revendiquer la formule, l'image du vampire pour désigner le capitalisme, le capitaliste. Tout se passe comme si le monde qui se créait était un monde jugé hyper rationnel par ces gens qui étaient effectivement des romantiques et qui, comme tels, savaient que l'être humain est complexe et qu'il a, outre sa capacité à argumenter,
il a eu un psychisme qui nécessite la prise en compte d'un certain nombre d'émotions qu'on ne doit pas refouler. Le vampire est là pour nous aider justement à ne pas refouler, pour extérioriser un tout petit peu, pour concrétiser les refoulements qui sont les nôtres. En particulier, ce phénomène qui est l'occultation de la peur. Bon, il y a une phrase que je cite souvent, c'est une phrase de Roland Barthes, je crois qu'il l'a citée dans l'introduction, dans la préface du Frankenstein. Barthes dit, il a fait un texte qui est très intéressant sur les planches de l'encyclopédie. Bon, c'est très intéressant, les planches de l'encyclopédie, etc. Elles nous décrivent un monde sans peur. Et moi, mon sentiment, c'est que la littérature gothique et son héritier direct, enfin, qui fait partie de la famille, hein, la littérature vampirique, sont là pour nous rappeler justement la nécessité de préserver une partie de peur. Parce que si nous n'avons pas peur, si nous n'avons pas ce type d'émotion négative, si nous nions la part d'ombre qui est en nous, nous devenons hémiplégiques psychiquement. Donc on a le besoin de réinstituer, de réhabiliter en quelque sorte cet aspect qu'on juge fantasmatique, mais qui en fait est bien réel et que le rationalisme... L'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté, voilà. Oui, tout à fait, pour reprendre la formule de Freud. Hein. Oui, l'inquiétante étrangeté, unheimlich, hein, Unheimlichkeit. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre dire. Un petit mot peut-être, si je peux, à moins que l'heure soit... Non, on n'a pas encore... Je ne regarde pas ma montre, alors je n'ai aucune notion du temps qui passe. En plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris la parole en public à Clermont-Ferrand. Ça fait très exactement, ça fait 24 ans. La dernière fois, c'était dans une circonstance tout à fait différente, c'est que je célébrais mes adieux au rectorat et en présence de mon successeur, etc. Mais depuis, je n'avais jamais parlé. En tout cas, merci d'être là. Je ne voulais pas remercier au début. C'est un auditoire restreint, mais de choix. Que cela ne m'empêche pas d'aller jusqu'au bout, si je retrouve le fil de ma pensée, qui était de dire que j'étais en train de parler de quoi. Mais on était parti Oui, ça y est, ça n'avait rien à voir, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lien. Je pense que il ne faut pas surestimer le caractère de Saturnal ou de Partouze qui pouvait caractériser la Villa Diodati. Ça s'est passé beaucoup plus simplement que ça. Par exemple, certes, la belle-sœur, entre guillemets, parce que c'était pas tout à fait une belle-sœur, c'était la demi-belle-sœur, la belle demi-sœur, de Mary, qui s'appelait Claire Claremont, a fait tout ce qu'elle a pu pour bien s'accrocher à Byron, etc. Mais voilà, Byron ne s'empêchait pas de fricoter, mais ça n'avait pas lieu nécessairement à Diodati. À Diodati, c'était quand même, Polidori le dit d'ailleurs, c'était quand même relativement retenu. Hein, c'était, voilà. À tel point que, par exemple, Polidori aurait bien voulu avoir une liaison avec Mary Shelley. Il était amoureux de Mary Shelley, Polidori, et ça n'a rien donné. En particulier, d'une part parce que Mary était très très amoureuse de son grand homme qui était Passy, et puis en plus, encore une fois, on le ridiculisait. Il avait fait une tragédie qu'il a lue en public et tout le monde s'esclaffait. Oui, ils ont bien reçu la publication du Vampire, mais les autres écrits du pauvre Polidori, qui étaient des écrits qui étaient immatures, suscitaient leur hilarité. Et parfois, Polidori était victime de mauvaises blagues. Par exemple, j'y pensais tout à fait tout à l'heure en parlant de la Villa Diodati, et j'y pensais cet été quand j'étais sous le balcon en question. Un beau jour, on voit arriver justement Mary Shelley, puis son compagnon, puis sa demi-sœur, qui gravissent un peu péniblement, lentement, cette pente très, très escarpée qui va du lac jusqu'à la villa. Et Byron, qui savait très bien ce qu'il faisait, dit
à Polidori, pour montrer que vous êtes un vrai gentleman, vous qui avez des prétentions, allez au secours de la charmante Mary Shelley, à laquelle vous n'êtes pas insensible, et ne vous contentez pas de l'aider de manière banale, sautez depuis le balcon et allez-y. Le balcon était relativement haut, je sais pas moi, une hauteur un peu plus haut que le plafond ce plafond-ci par rapport au sol, oui quand même. Et ce qui devait arriver se produisit, à savoir qu'il s'est foulé la cheville, ça a été donc ça s'est terminé dans le ridicule le plus total, et voilà, ça explique aussi l'expression pauvre Polidori qu'on trouve cela sous la plume de Mary Shelley. Il n'en meurt pas moins que Byron était un sacré personnage, et s'il avait quitté l'Angleterre, c'était bien en raison en particulier de ses frasques, notamment. Alors il y avait ses problèmes financiers, puis il y avait ses frasques sexuelles. Il était bisexuel, ce qui n'était pas extrêmement conseillé à l'époque, et puis il était fortement soupçonné d'avoir une liaison avec sa propre sœur. Donc il y avait des tas de rumeurs à son propos, et il a fini par partir. Il n'est jamais revenu en Angleterre. Il est parti et il a fini comme vous savez peut-être, il a fini non pas exactement sur le champ de bataille, mais victime quand même, de manière assez héroïque, de la guerre d'indépendance grecque. Il était l'ami du prince Mavrocordato, qui était le grand héros de l'indépendance grecque, et il est allé sur place, et il est mort à Missolonghi d'une mauvaise fièvre, mais contractée au combat. Il avait rameuté des gens, il avait, recruté des soldats, il a vraiment, il s'est vraiment impliqué dans l'affaire. C'était son côté fantasque, sabre au clair, plume au chapeau et tout. Il était fait pour être un chef de guerre, Bob Byron, même s'il ne le savait pas. Et il s'en est rendu compte trop tard. Alors pour revenir au brasier Shelley de Ludovic Chavarot, je voudrais juste dire que j'ai pris une petite séquence de ce film sonore que vous pouvez trouver sur le site de Radio France en tapant Le brasier Shelley. Et c'est 59 minutes qui sont très hypnotiques. Que j'ai écouté, et effectivement je vous conseille de l'écouter en fermant les yeux, et en fait je pense qu'on est amené très rapidement à fermer les yeux. Je trouve que c'est d'une qualité exceptionnelle, et ça donne une tangente, on va dire, à Percy Shelley, mais je trouve que c'est très... De toute façon, petite remarque incidente, la littérature est souvent jumelle des arts picturaux. Moi, ce qui me frappe dans le gothique, et aussi dans une certaine mesure le vampirique, c'est la prédominance du son. Pas nécessairement de la musique, mais des sons. Le son est une source majeure de peur. Ce qui n'exclut pas naturellement des tableaux magnifiques. Enfin, il y a l'essence du gothique, c'est montrer justement, par exemple, le château Dracula qu'on voit à la fin, terriblement menaçant, n'est-ce pas, avec cette verticalité qui caractérise le sublime, tel que on l'a défini au XVIIIe siècle avec Buck. L'essai sur le sublime de Buck est quelque chose de tout à fait remarquable, et il montre bien à quel point le sublime est ce qui, à la différence de la peur, à la différence de la beauté, induit en nous un sentiment de malaise, un sentiment d'incomplétude, un sentiment donc de peur. Alors il y a ça, il y a des aspects picturaux qui sont remarquables, par exemple la tempête, aussi au début, je crois que c'est le chapitre 7 de Dracula, vous savez, l'article relaté par un journaliste qui est là sur place, la tempête qui en fait est le moyen par lequel Dracula dissimule son arrivée dans le port et qui permet au bateau, le Déméter, d'aller accoster à Whitby, où il n'y a plus personne, puisque tous les marins ont été éliminés. Le capitaine s'est attaché
pour mieux résister, il s'est attaché à la barre et au timon avec un chapelet autour, mais il arrive quand même mort. C'est un vrai vaisseau fantôme, à part qu'il y a une créature à bord, c'est Dracula, qui s'échappe sous la forme d'un chien, puisqu'il a la capacité de se métamorphoser. La métamorphose des animaux est très présente évidemment aussi dans tous les récits. Dans tous ces récits, dans les serpents, Alors, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des images. Il y a un bestiaire. Il y a tout un bestiaire dans Florence Marriott, et puis il y a chez Dracula, effectivement, la capacité soit de convoquer comme allié, soit de se transformer en animaux, qu'il s'agisse de rats. Le lézard, quand il ressemble à un lézard, mais bon, c'est une scène absolument hallucinante, effectivement, quand on le voit descendre la tête la première. C'est probablement une des plus belles scènes. Quel serait, parmi les textes que vous avez réunis dans cette Pléiade, celui pour lequel votre cœur bat à tout rompre? J'ai pas le droit de sortir de Joker, là. Mon cœur bat à tout rompre, quand même peut-être pour Dracula. Histoire de confirmer ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il n'y a pas que des textes produits par des auteurs ayant pignon sur rue comme Coleridge ou comme Lord Byron. Il y a aussi des textes qui ont été commis par des gens souvent regardés avec une espèce de ou en tout cas avec une espèce de fausse indulgence, peut-être de commisération. Stoker, moi je trouve que ce livre est un livre absolument merveilleux pour des tas de raisons, mais en particulier pour des raisons d'écriture. C'est un livre alors on dit c'est très mal écrit, il ne sait pas composer, ça il compose très très bien. C'est un livre un peu cyclique comme les Frankenstein. Il commence avec comme instance narrative et parlante, Jonathan Harker. Il se termine par Jonathan Harker, et au milieu, il y a toute une panoplie d'intervenants. Il y a non seulement des registres différents, mais il y a aussi c'est une vraie polyphonie. Chacun, il va de son... Enfin, le psychiatre, naturellement le chasseur de vampires qui est Van Helsing, Mina, Lucy au début, soit par lettre, soit par journal. Chacun raconte la même histoire, mais tous ses points de vue se complètent dans une manière, d'une façon qui est tout à fait achevée. Et qui n'est pas fréquente à l'époque. Il y avait eu Wilkie Collins avec La femme en blanc qui avait essayé un peu de faire la même chose. Et là, avec Dracula, ça a vraiment beaucoup d'allure. Donc ça serait ce vampire-là. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Est-ce que vous vous souvenez il s'appelle Dracula. Il s'appelle pas. Il s'appelle Dracula et autres. Il s'appelle pas. Et c'est pas pour des raisons strictement commerciales. Non, écoutez, la Pléiade a eu du courage de faire ça, je crois, parce que, alors déjà, Frankenstein, la décision ultime a été prise. Hugues Pradier était. Hugues Pradier était, bien sûr, il était d'accord, mais bon, Hugues Pradier ne décide pas. Hugues Pradier, c'est le directeur de ce qu'on appelle la bibliothèque de la Pléiade, donc le directeur de collection. Hugues Pradier était pour, mais chez Gallimard, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui décide, c'est Antoine Gallimard lui-même. Et Antoine Gallimard, voilà. Enfin, j'étais pas là, moi, on me l'a dit. Alors, est-ce que vous vous souvenez, l'ouverture du Dracula de Bram Stoker commence par une date, et est-ce que vous vous souvenez quelle est cette date? C'est une colle, ça, non? C'est le 3 mai. Ça commence. Mais oui. C'est-à-dire que c'est demain. Mais oui, bien sûr, c'est le 3 mai, puis ça va être l'époque de Walpurgis. Mais oui, mais bien sûr. Donc on célèbre encore plus aujourd'hui avec votre venue à Clermont le Dracula de Bram Stoker, parce que nous sommes le 2 mai, dans quelques heures. C'est formidable. Nous tremblons, nous frémissons. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors vous parliez de l'ami. Est-ce que c'est le nom féminin des vampires ou est-ce que c'est autre chose, les lamis? Les lamis, c'est des êtres qu'on trouve dans la mythologie, qui sont Lamia, elle s'appelait Lamia, la Lamia archétypale,
dont les enfants avaient été massacrés et qui tire vengeance de ce malheur en allant voler les enfants des autres et en les massacrant. C'est un être plein de perfidie, de danger, de séduction aussi, et qui va prospérer sous des traits plus ou moins reconnaissables tout au long du XIXe siècle, à partir d'un poème de Keats qui s'appelle L'Ami, justement, Lamia, qui raconte une histoire de séduction vampirique de même façon. Hein. Mais il y a toute une série, mais le vampire a toute une série de proto-vampires, de pré-vampires, il y a les lémures, il y a Méduse, hein, Méduse qui est un exemple parfait, Méduse est à la fois belle et repoussante, affreuse, et avec ce très beau tableau qui est aux Offices à Florence et qu'on attribuait au XIXe siècle à tort à Léonard de Vinci, et que les Shelley ont vu lorsqu'ils ont fait leur voyage en Italie. Et Shelley a fait un très beau poème sur Méduse, d'où ressort bien ce qui est aussi une sorte d'oxymore, hein, c'est un oxymore, cette coexistence de l'horrible, enfin du repoussant et de l'attirant. Chez Méduse. Figure intéressante parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une scène très belle que les cinéastes ont souvent aimé exploiter d'ailleurs, la visite nocturne, la visite au tombeau de Lucie Westenra, qui a été vampirisée, qui est devenue littéralement un vampire, est morte, mais est enterrée, et Van Helsing finit par comprendre qu'elle sort la nuit pour aller faire des horreurs, etc., pour aller blesser des enfants. Et donc il décide d'aller faire cette expédition dans le caveau pour la neutraliser. Et il y a un face-à-face à un moment donné entre le cadavre de cette jeune fille, qui se présente sous sa forme vivante. Elle était très belle, mais elle a totalement changé parce qu'elle tient des propos absolument orduriers. Elle parle comme une pire qu'une mère maquerelle, enfin son vocabulaire, etc. Et ses appétits sont absolument déchaînés. Et ses cheveux sont comparés à ceux de Méduse, justement. Et ça, c'est intéressant de voir la résurgence perpétuelle de ces archétypes. Oui, je voulais savoir si vous pensez qu'il y a un équivalent à ce qui s'est passé cette nuit-là de 1816 en Suisse, où trois génies et un écrivain qui va écrire l'histoire d'un mythe se rassemblent pour une espèce d'atelier d'écriture. Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a de l'équivalent dans l'histoire de la littérature à cette scène? Ils sont tous très jeunes. Alors ça, c'est une caractéristique effectivement en particulier des romantiques de la deuxième génération. Ils sont jeunes, ils meurent jeunes. Celui qui meurt le plus vieux, mais il est trentenaire, c'est Byron. Hein. Les autres meurent très jeunes. Hein. Bon, voilà. Non, je ne vois pas. Je sais pas là. C'est une piste à fouiller. A priori, il y a toujours eu des sortes de congrégations d'auteurs autour du même thème. Il y a eu, sans mauvais jeu de mots, la Pléiade. Il y a eu tout ce qui tourne autour d'écoles littéraires. Il y a des maîtres et leurs émules, mais là, ils sont vraiment sur un pied d'égalité, d'égalité intellectuelle qui est forte, de complicité, mais qui va au-delà du littéraire, parce que, en particulier pour Shelley, sa femme, pour Byron, il y a aussi un idéal partagé, avec plus ou moins de sincérité, peut-être un peu moins chez Byron, je ne sais pas, un idéal donc de libération. Libération, donc libérer le Prométhée qui sert de base à l'écriture de Frankenstein, le mythe de Prométhée. Prométhée enchaîné sur les pentes du Caucase pour avoir fait ce que va faire le docteur Frankenstein, c'est-à-dire créer
un être vivant en s'arrogeant la prérogative divine. Et Shelley va écrire un très beau texte qui est un poème dramatique ou un drame poétique, enfin, qui s'appelle Prometheus Unchained, Prométhée libéré. Voilà. Donc, oui, enfin, il y a une osmose qui est, je crois, rarement atteinte dans l'histoire de la littérature entre tous ces esprits. La plus forte étant bien sûr celle qui existe entre Shelley et sa compagne. Hein, quelles que soient par ailleurs les tentations qu'a pu avoir le jeune Shelley, qui était très beau, très séduisant et très apprécié des femmes, il avait quand même une admiration sans borne pour Mary qui le lui rendait bien. Hein. Donc une tragédie partagée, ce sens du tragique, oui. Oui. Bon, mais cela dit, des écoles, il y en a, hein. Mais là, ça va au-delà de l'école. Mais là, c'est pas l'école, elle n'existe pas l'école encore. Oui, c'est une conjonction. oui, c'est voilà. Alors, on retrouve un peu la même chose, si vous voulez. Il y a des tas de liens. Quand on fouille, j'essaie de montrer ça dans les notices qui sont à la fin de l'ouvrage, puisque chaque auteur, chacun des textes fait l'objet d'une notice critique. J'essayais de montrer, par exemple, les liens qu'il y avait entre l'auteur de Carmilla et l'auteur de Stoker, qui sont tous les deux des Irlandais, qui appartiennent au même milieu, et Stoker, qui a été très, très impressionné lui-même par la lecture de Carmilla, et à qui ça a pu certainement donner des idées, hein, bien sûr. Bien sûr. Et Stoker, il avait lu Frankenstein aussi, non? Parce que la construction du livre est un peu... Oh, bien sûr, oui, il l'avait lu. Oui, il l'avait lu. Enfin, pas tout à fait, parce que là, la polyphonie est éclatée, alors que dans le Frankenstein de Mary Shelley, vous avez une structure en gigogne, enfin en poupée gigogne, en poupée russe. Vous avez le récit de Walton au début à la fin, qui donne la parole à Frankenstein, et puis Frankenstein qui donne la parole à son monstre. Vous avez ces trois cercles concentriques, voilà. Tandis que chez Stoker, c'est encore plus éclaté. C'est un véritable éclatement, mais qui est très réussi. Qui est très, très réussi, puisque voilà, on a cette convergence des points de vue qui donne de la crédibilité à l'histoire. J'avais une dernière question. Oui. C'est la descendance de ces vampires-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que peut-être que c'était Angelier, dans un de ses articles, évoquait le fait que c'est peut-être un besoin d'avoir peur qui avait créé cette littérature. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir peur. Est-ce qu'on est assez gothique aujourd'hui? Un monde sans peur est un monde qui fait peur, comme j'avais dit ça une fois. La descendance, oui, c'est probablement une des raisons qui explique la pérennité de cette vague, hein, pour le meilleur et parfois pour le pire. Voilà. Encore une fois, il y a des navets, mais c'est vrai que c'est quand vous voyez par exemple l'œuvre de Stephen King, comme Salem, son Salem, qui est un récit magnifique, quand vous voyez un récit comme, comment ça s'appelle, I Am Legend de Matheson, alors qui est un peu plus ancien, qui est des années 50, on voit qu'en plein XXe siècle, on continue à avoir besoin de cette inquiétude, sans laquelle nous aurions trop de certitudes et nous serions ça fera la deuxième fois, mais la dernière que je me cite, ce que j'appelle à la fin de mon truc, des autruches métaphysiques. Hein, on se cache la tête dans le sable pour ne pas avoir peur. Et le récit vampirique nous aide à la sortir un tout petit peu du sable. Pour ça, on la remet. Une autre question. Tout à l'heure, vous parliez que Gallimard, ils n'étaient pas très chauds pour faire une Pléiade Frankenstein. Ah si, je me suis peut-être mal exprimé. Ça a été... Je pense qu'ils ont fait ça comme un... C'est moi qui leur ai porté le projet, et je leur ai fait cette proposition. Je suis allé voir un jour Hugues Pradier, et j'avais dans mes cartons un corpus, un schéma,
un bout de préface, etc. Je lui dis, qu'est-ce que vous en dites si on faisait ça? Elle dit, oui, ça m'intéresse, réfléchissez-y, moi je vais y réfléchir aussi. Il m'a dit, alors faites-moi, tiens, il m'a mis à l'épreuve parce qu'il ne me connaissait pas. Il m'a dit, tiens, vous devriez me traduire, je sais pas moi, tel passage du Moine de Lewis, qui est un roman merveilleux. J'ai fait, bon, ça a eu l'air de lui plaire. Et puis là, l'idée a commencé à germer. Et si on encanaillait un peu, entre guillemets, la Pléiade, mais c'est un faux encanaillement parce que, encore une fois, Frankenstein n'est pas ce qu'on croit, c'est aussi un roman fondamental. Hein, c'est la source d'un mythe. Un mythe extraordinaire, c'est peut-être le plus percutant des mythes de création, plus percutant que enfin je ne veux pas comparer la Genèse, mais c'est une sorte d'anti-Genèse, enfin de contre-Genèse, de para-Genèse, c'est Prométhée, c'est Faust, c'est le golem des Juifs, c'est ça, mais c'est quelque chose de mieux parce qu'elle a fusionné tout ça. Donc moi ce que j'ai essayé de faire justement modestement, c'est de leur donner un peu de lettres de noblesse. Alors j'en dis oui, voilà, on aura tout vu, mais ils disaient ça avec satisfaction, au fond ça les faisait rire. Puis Antoine Gallimard, parce que quand vous êtes un éditeur, il se trouve que je l'ai été un petit peu, pendant presque une année, j'ai dirigé les PUF à la mort de mon ami Michel Prigent en 2000. C'était en 2011, oui, de 2011 à 2012, j'étais président du directoire des PUF, je sais qu'un éditeur, ça doit être non seulement un chercheur de talent, mais aussi quelqu'un qui pense un peu au sou. Hein, parce que c'est une entreprise, une maison d'édition, c'est une entreprise très particulière, où il ne faut pas être mercantile, mais il ne faut pas non plus avoir je suppose que c'est la même chose quand on est libraire. Et alors, moi je soupçonne, ça ne m'a pas été dit, mais je soupçonne qu'Antoine Gallimard a dû se dire, tiens oui, c'est peut-être un filon à exploiter. En tout cas, le livre s'est bien vendu. On arrive, je crois, à la fin il va y avoir un retirage bientôt, et leur idée apparemment serait de faire un jour un coffret. Ah, vous le savez? Non, mais j'imagine. Ça ferait un très beau coffret. Oui. Parce que je crois que l'idée les turlupine un peu, oui. Voilà. Donc c'était pas, si vous voulez, pour vous répondre, c'était pas vraiment... non, c'était un défi. C'était un défi teinté d'amusement, avec un peu de curiosité intellectuelle, de bonne aloi. Mais c'était certainement pas une façon de faire un bras d'honneur à son public, si vous voulez. Hein. Voilà, même chose pour. Ou peut-être aussi pour renouveler un peu le public Pléiade. Oui, ça pourrait être aussi une amorce. Oui. Moi, j'ai un peu de peine pour le Nietzsche, dont on parle beaucoup moins. Mais qui se vend. Qui se vend, bien, bon, tant mieux, parce que non, il va pas s'éclipser, pour l'instant, il n'a pas une couverture de presse aussi. Bien sûr. Voilà, mais pardon. Kierkegaard aussi. Ah oui, je sais qu'il regarde. Est-ce que le Robinson Crusoe se vend bien? Il est remarquable. Oui, parce qu'il est dans un coffret. Oui. L'affiche est sensationnelle. Il est très beau. Il va falloir militer pour avoir un coffret. Et puis c'est un texte gothique. Complet. Oui, bien sûr. Ça ne s'était jamais présenté avant en français. Hein. Voilà. Non, je pense que oui. Je crois que c'est plutôt à l'honneur de cette maison d'édition que d'avoir pris ce qui pouvait paraître être un risque. Mais j'espère que les gens qui achètent... Mais il a été relevé. Voilà. On va s'arrêter là ce soir. Donc, pour conclure, donc 2 beaux volumes, Le Frankenstein et autres romans gothiques paru en 2014, et Dracula et autres récits vampiriques qui vient tout juste de sortir, qui est sorti le 18 avril. Tout à fait. Et que vous avez donc très bien dirigé, traduit, annoté, présenté. Diriger, ça a été facile puisque j'étais Vous étiez tout seul. Mais parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, c'est un très beau volume. Avec donc cet enjeu aussi de retraduire des textes
Ah oui, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais ça ferait l'objet d'une autre quelques commentateurs. Alors il y a eu Angelier, il y a eu dans le monde, pas dans le monde, oui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des livres, dans l'émission donc de France Culture Mauvais Genre, et puis dans Livre Hebdo aussi, les commentateurs ont fait allusion à l'aspect de traduction, mais c'est vrai que dans la plupart des articles qu'on voit, c'est pas ce que les gens retiennent. Oui, mais c'était quand même cet enjeu de dire. Mais c'est énorme, parce que c'est la base de tout. Pourquoi retraduire Qu'est-ce qu'on comprend mieux? Alors, vous prenez un texte, quand vous avez... c'est incroyable, le fait de traduire, à quel point ça vous aide à mieux comprendre les enjeux. Bien sûr. Voilà. C'est un autre travail c'est autre chose de lire un texte dans l'original, et puis de passer de l'original à une langue, au français, en l'occurrence, parce que là, vous découvrez des tas de choses sur lesquelles vous aviez un peu glissé. Pour faire bref, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps ça vous a pris? Alors ça, c'est un peu difficile à dire. De traduire tous ces textes. Alors, traduire et en même temps annoter, alors, tout se fait ensemble. Oui, tout se fait ensemble. Parce que quand vous avez un mot ou un événement, une allusion historique ou contextuelle à laquelle il faut faire un sort, vous n'allez pas attendre que ni votre chapitre, ni même, ni à plus forte raison le livre soit terminé pour y revenir. Vous regardez tout de suite, au besoin en ne faisant qu'une ébauche de notes, mais vous le faites tout de suite. De même, moi j'ai fait ce qui s'appelle là plus la préface, mais l'introduction. Je l'ai faite je dirais au fil de l'eau, parce que, naturellement, une fois que tout a été traduit et annoté, je me suis dit, maintenant, je reprends la totalité de mon introduction, mais chaque fois que j'avais une idée qui me semblait pouvoir coller pour l'introduction, je la sélectionnais, je l'inscrivais sur mon ordinateur, en faisant toujours attention au fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de redondance entre introduction et puis les notices d'auteur, dont certaines sont quand même assez longues. Combien de temps? En vérité, vous seriez surprise, mon travail a été fini, mais ça c'est les délais de l'édition. J'ai remis ma copie, enfin j'ai appelé ça j'ai balancé la purée à Hugues Pradier le 28 ou 29 juin 2018. Alors déjà il y a eu une partie de l'été qui était neutre parce que l'éditrice qui devait s'attacher à mon texte et le relire et dialoguer avec moi, etc., avait un autre texte, un autre Pléiade à finir. Elle s'y est remise et moi avec à l'automne, mais vous voyez, entre le fin juin et le 18 avril, vous voyez le temps qui s'est écoulé. C'est dire le type de travail qu'on fait, il y a des échanges. Depuis juin, si on fait un rétro-planning, y a-t-il mis combien de temps je dirais 2 bonnes années et demie. D'accord. 2 bonnes années et demie. Mais des années et demie Vous avez enchaîné peu de temps après enfin peut-être un peu plus même, des années et demie de retraité, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un peu plus de temps. Donc ça, en fait, ça fait pas mal. C'est pas histoire de travailler 1 heure le soir en disant tiens, j'ai un quart d'heure, je vais faire. Non. Mais c'est très difficile, c'est très difficile. Ah, si les gens qui font des livres travailler comme les avocats qui qui remontent le compteur littéralement, ils mettent une minute, dans les grands cabinets. Ah bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et pour facturer le client. Bien sûr, autant passer. J'ai une fille qui est dans un grand cabinet, elle me raconte comment ça se passe. Ça va pas dans la poche de l'avocat en question, ça va dans la poche du cabinet, qui redistribue après ça à sa façon, plus ou moins discutable. Mais voilà, on marche au compteur. Ah oui, mais les grands cabinets. Je parle pas des. Il y a des avocats qui sont. Si vous prenez l'avocat, je ne sais pas, moi, si vous avez vu Le Viager, ce film admirable, et que vous pensez à Maître Vierzon, par exemple, ça vous dit quelque chose, Maître Vierzon? Oui. Maître Vierzon, il ne travaillait pas au compteur. Naturellement, il était trop. Voilà. Alors moi, je vais faire je vais jouer le compteur justement, et on va dire que c'est stop pour ce soir. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté
décidé de venir à Clermont Merci à vous. pour cette rencontre à laquelle je tenais. Et je remercie à nouveau Ludovic pour avoir permis d'avoir servi d'intermédiaire pour vous faire revenir à Clermont. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie, et je remercie tous les auditeurs, dont certains me sont connus depuis un temps inavouable. Cher Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci.